Bonjour, je m'appelle Laurence Nadeau. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir en direct de Montréal. Donc, je suis la cofondatrice d'immigré.com. Il fait 28 degrés cet après-midi à Montréal. C'est superbe, superbe météo. Alors, on va vous parler aujourd'hui dans ce webinaire de permis de travail au Canada. Ce n'est pas un webinaire sur l'immigration, donc on n'abordera pas les notions de entrée express ou de CSQ. Malheureusement, ça sera pour une autre fois. Mais par contre, on va faire le tour du permis de travail avec un avocat spécialisé. Alors, il s'appelle Maître Stéphane Masson. C'est un avocat d'origine française qui a fait sa formation en France et qui a plus de 20 ans de pratique ici au Québec. Donc, il connaît un peu quand même deux juridictions, qui a quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans de pratique. Alors, on va faire une présentation avec lui dans un premier temps, c'est-à-dire par des questions-réponses. Il va un peu présenter, situer les permis donc de travail pour venir travailler au Québec et au Canada. Et par la suite, il y aura une période de questions. Vous êtes nombreux, il y aura énormément de questions. On va essayer de répondre le plus possible, mais évidemment, on ne pourra pas nécessairement répondre à toutes les questions. Et également, il y aura une période à la fin où on pourra vous ramener, si vous voulez, vous pouvez continuer la discussion sur le forum de discussion. Alors, bonjour, Maître Masson, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci, et vous-même? Alors, on va parler de permis de travail. Je sais qu'il y en a qui auraient beaucoup aimé qu'on parle d'immigration, des fameux délais d'immigration, mais pour cette fois-ci, on va parler de permis de travail. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter les fameuses mesures COVID, cette fameuse COVID? Nous, au Québec, on appelle ça la COVID. Je sais ailleurs, dans la francophonie, on parle du COVID, mais en tout cas, moi, je vais utiliser le mot la COVID. Comment ça se passe avec les mesures de la COVID? Voilà, alors il faut savoir qu'en ce moment, on est vraiment dans le cadre de mesures spéciales, exceptionnelles. Donc le principe qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment une restriction des voyages. Les déplacements sont limités vers le Canada et il y a quelques exemptions, notamment les travailleurs temporaires qui sont actuellement à l'extérieur du Canada, mais avec des conditions, bien évidemment, s'ils viennent pour des fins essentielles ou non discrétionnaires. Donc, en gros, ça veut dire que ils ne viennent pas pour le plaisir. Donc, en fait, dans ces cadres, dans ces exemptions-là, vous avez des ressortissants étrangers qui ont un permis de travail valide avec un employeur déterminé. Vous avez des étrangers qui ont un permis de travail ouvert, mais ceux-là doivent vraiment montrer qu'ils ont un employeur en ce moment même pour pouvoir rentrer au Canada. Vous avez également des ressortissants étrangers qui ont reçu une décision favorable d'Immigration Canada, mais qui n'ont pas encore en main le permis de travail. Et vous avez également des ressortissants étrangers qui, eux, n'ont pas besoin de permis de travail, mais qui sont dans des exceptions d'exceptions, si je puis dire, sont des professions essentielles, donc essentiellement les services d'urgence, tout ce qui a trait à la médecine finalement. Vous pouvez avoir des étudiants en médecine, des stagiaires en médecine, des médecins, etc. Ou alors des personnes qui vont réparer les matériels médicaux. Donc vous voyez, c'est très limité l'entrée au Canada à l'heure actuelle. Et les autres personnes finalement sont toujours autorisées à faire leur demande en ligne, mais on leur indique carrément les délais seront plus longs. Et quand ils arrivent, bien évidemment, ces personnes-là, ils vont être soumis donc aux mesures de quarantaine et le fameux séjour obligatoire dans un hôtel de 3 jours, qui plaît pas à grand monde. Qui peut durer un peu moins de 3 jours, mais qui est obligatoire. Donc, on ne peut pas l'éviter. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Alors, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. On va définir le travail avec vous. Définir les fameux termes du travail. Comment pouvez-vous définir ça? Alors, il faut savoir qu'avant toute chose, il faut se dire c'est quoi le travail. Et donc, le règlement nous donne une définition. Là, je vais la lire, ça sera plus simple. C'est une activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens résidents permanents sur le marché du travail canadien. Donc, vous voyez, c'est assez large et malheureusement, on n'a pas de définition du salaire de la commission
et on n'a pas de définition de ce qu'est la concurrence directe. Donc, c'est des interprétations qui sont données. Grosso modo, le salaire ou la commission, c'est un paiement qui est fait par un employeur à un employé dans le cadre d'un échange de services. Donc, même si vous n'utilisez pas forcément les termes de employeur-employé, dès lors qu'il y a un échange de services et une rémunération, on peut considérer qu'il y a un salaire versé ou une commission. Donc, à ce moment-là, vous rentrez dans la définition du travail et donc vous avez besoin d'un permis de travail. Pour ce qui est de la concurrence directe, les agents doivent se demander est-ce que ces personnes-là sont concurrents, sont une activité commerciale, donc ça c'est un terme important, sur le marché du travail canadien qui va être en concurrence avec ce que vont faire les Canadiens. Dès lors qu'on arrive à un oui à ces deux questions-là, à l'une ou l'autre même, à ce moment-là, on considère qu'il y a travail. Donc, permis de travail devra être demandé. Alors, ce qui se passe, c'est que on nous donne des exemples dans les interprétations. Et j'aimerais vous parler d'exemples intéressants dans le cadre du post-Covid. C'est notamment le travail à distance qui est fait par un résident temporaire dont l'employeur est à l'extérieur du Canada et qui est rémunéré de l'extérieur du Canada. Donc tous ces critères sont cumulatifs, c'est très important, mais on voit que dans le cadre de l'après-Covid, ce qui peut se passer, c'est que les personnes étant autorisées à travailler à distance, ils vont pouvoir se trouver au Canada à condition d'avoir un employeur étranger et rémunéré de l'extérieur du Canada et qui ne répondront pas à la définition du travail. Donc, ils auront besoin, pour la plupart, d'un permis de visiteur, mais ils n'auront pas forcément besoin d'un permis de travail. Et vous allez avoir aussi cette situation avec les nomades numériques. Donc ça, c'est un nouveau concept qui intervenait avant le Covid, mais qui va se développer. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être au bureau. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez travailler à distance au Canada sans avoir besoin de permis de travail. Parce que vous ne répondez pas à la définition donnée par la loi sur le travail. Donc, il y a d'autres exemples qui sont donnés à l'heure actuelle par la loi de l'immigration, mais qui finalement deviennent un petit peu anecdotiques. Une personne qui va travailler bénévolement, c'est clair qu'elle ne travaille pas au Canada, elle n'est pas rémunérée, donc ça c'est très important. N'inventez pas une rémunération. Le travail bénévole n'est pas payé. Donc, à ce moment-là, ça ne répond pas à la définition du travail. Donc, on peut faire un travail bénévole. On peut aussi ce qu'on appelle la téléassistance, mais dans le cadre d'une aide à des victimes d'agressions sexuelles, par exemple. Donc, des personnes qui vont travailler bénévolement peuvent le faire du Canada sans avoir forcément besoin d'un permis de travail. Voilà ce qu'on peut dire sur la définition du terme travail. Parfait. Donc, si on peut maintenant aborder les différents programmes, bon, ça sera parti, c'est une longue présentation quand même, là, mais je pense qu'on peut commencer peut-être avec dans les différents programmes, avec les temporaires, le fameux statut temporaire, qui est de plus en plus fréquent d'ailleurs au Canada, on a vu au fil des dernières années. Alors, avec ça, ce qu'il y a, c'est que je vais juste vous donner les grands principes parce que c'est vrai que, en plus, pour les personnes qui se destinent au Québec, il y a une autre compétence provinciale qui vient s'ajouter à la compétence fédérale, puisque c'est une compétence fédérale, le permis de travail. En fait, il y a deux programmes à l'heure actuelle. Et en fait, pour être autorisé à travailler au Canada, il faut soit que vous ayez un permis de travail dans un de ces deux programmes, soit être autorisé à travailler sans permis. Donc, je donnais tout à l'heure la définition du travail. Finalement, on peut considérer que une personne qui vient dans le cadre de cette définition-là ne travaille pas, donc est autorisée à travailler sans permis. Mais il se trouve aussi que la loi va prévoir qu'il y a des personnes qui peuvent venir et travailler sans permis.
Alors, tout cela s'insère dans deux grands programmes. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, on appelle ça en termes techniques, et vous allez très souvent l'entendre et le voir sur les forums de discussion, c'est le PTET, donc Programme des travailleurs étrangers temporaires. Dans le cadre de ce programme-là, votre employeur a besoin de ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, on va regarder si un Canadien ne peut pas prendre ce travail-là à votre place, et si c'est le cas, vous ne pouvez pas rentrer. Donc ça, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET. Et vous avez un deuxième programme, c'est le programme de mobilité internationale, le PMI. Et là, vous n'avez pas besoin de l'IMT. Donc, vous demandez directement un permis de travail, et ces permis sont accordés dans le cadre d'avantages concurrentiels pour le Canada, ou alors dans le cadre d'avantages mutuels entre le Canada et un pays étranger. Donc, ça a été négocié dans le cadre d'accords. Bon, par exemple, le PVT fait partie de ces programmes-là. Voilà, par exemple, c'est un très bel exemple, et c'est celui que les personnes qui nous écoutent là connaissent le plus, les jeunes pros également. Alors, je vous disais, on peut travailler sans permis de travail. Je vais m'avancer puisque j'ai tendance à me reculer quand même, mais je vais être plus proche de vous là, Laurence. On peut travailler sans permis de travail, et donc la réglementation va prévoir des cas dans lesquels vous n'avez pas besoin d'un permis de travail pour travailler. Les plus connus, je ne vais pas parler de tous parce qu'il y en a énormément, mais les plus connus, c'est ce qu'on appelle le visiteur commercial. C'est l'homme d'affaires, les d'affaires en règle générale. Nous avons également les artistes du spectacle qui peuvent venir travailler sans permis de travail, les athlètes, les membres d'équipes sportives, et on l'a bien vu même dans le cadre de la pandémie, on a eu des équipes qui ont pu venir échanger notamment au hockey au Canada. Vous avez également les étudiants à temps plein, et d'autres cas, je dirais, plus anecdotiques. Par exemple, j'ai des clients qui sont membres d'un clergé. Donc, ces personnes-là sont autorisées à venir travailler, mais avec un simple visa de visiteur. Donc, ils peuvent rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec un permis de visiteur et travailler. Donc, ces personnes-là n'ont pas besoin de permis de travail. Et vous avez un dernier statut qui est très connu et dont vous allez entendre parler sur les forums, et quand vous serez, je vous souhaite, au Canada ou au Québec, c'est ce qu'on appelle le statut implicite. Donc, je vais évoquer rapidement ces différents exemples. Je vais commencer par le visiteur commercial. Alors, c'est une personne qui vient, c'est un homme ou femme d'affaires, qui vient pour des activités internationales, commerciales internationales, mais il n'intègre pas le marché du travail. Donc, il vient pas faire de concurrence, comme je le disais tout à l'heure, aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Et la source de sa rémunération, finalement, est à l'extérieur du Canada. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui fait que cette personne va être autorisée à rentrer pour une durée de 3 mois, pas plus. C'est vraiment pour des allers-retours, finalement. C'est pas une personne qui est amenée à rester sur du moyen terme. Alors, on nous donne des exemples. C'est des gens qui vont venir acheter des biens et des services au Canada pour le compte d'une entreprise étrangère ou un gouvernement étranger. Donc, des personnes qui assistent à des foires, des salons, j'imagine, etc. Voilà, des choses comme ça. Vous avez aussi les personnes qui viennent assister à des conseils d'administration. Donc, c'est certain que dans les PME, on peut dire oui, j'ai une PME au Québec, j'ai un conseil d'administration, mais c'est moi tout seul qui viens. Bon, là, on est vraiment dans une zone très grise. Il vaut mieux éviter cela. On parle plutôt de grandes entreprises là, parce que un entrepreneur justement peut se retrouver dans une zone grise, parce que où est la frontière entre assister à un conseil d'administration et travailler. Donc ça, je vous dirais, ça va toucher plus les grandes entreprises. Et l'une des conditions qui est fixée pour ces gens-là, c'est justement de ne pas faire de vente au grand public. Donc, on vient vraiment pour
un déplacement professionnel, on Oui. part, on revient. C'est la multitude de gens que vous voyez qui donnent leur passeport, qui rentrent, qui disent « je viens pour affaires ». L'administration leur demande « oui, mais où vous allez ?» « Je vais à l'hôtel, je vais rencontrer un partenaire, je vais rencontrer mon avocat, etc., mon comptable ». Mais ce n'est pas des gens qui ont vocation à rester et à travailler. C'est ce qu'on appelle le visiteur commercial. Je pense que c'est également la catégorie des artistes de spectacle, hein? Donc, alors, vous occupez pas mal. Spectacle, voilà, ça c'est quelque chose que je connais bien par le fil au fil du temps. Hein. J'ai représenté quelques troupes et finalement ça s'est complexifié ces dernières années. On parle même de 14 jours maximum dans les tournées, mais on peut arriver à 1 mois sans problème. Et à ce moment-là, en détaillant bien le concert, détaillant l'événement, le festival, pour une durée limitée, embauché dans le cadre de prestations artistiques limitées, avec de la coproduction parfois, donc bien encadré. On peut même se produire dans des restaurants qui seront ouverts, hein, bien évidemment. Donc c'est une catégorie très précise, mais dès qu'on va dépasser ces délais, et je sais que parmi vous, il peut y avoir des artistes, on ne peut pas venir pour s'établir, ça va devenir extrêmement compliqué parce qu'on va nous demander justement une étude d'impact sur le marché du travail. Donc vous venez dans le cadre d'une production canadienne, mais vous êtes à rester dans un orchestre planétaire. Là, on va pouvoir vous demander une EIMT. Donc là, c'est un programme très intéressant qui permet, donc souvent les Français ou les Belges ou des personnes qui n'ont pas besoin de visa de visiteur se rendent pas compte quand ils sont artistes qu'en fait, oui, ils sont autorisés, c'est ce que je disais au début, à travailler sans permis, mais ils ont une autorisation. Donc il faut qu'ils disent lorsqu'ils arrivent, je viens comme artiste. Et malheureusement, il y en a qui oublient. J'aimerais juste faire une mise au point. Il y a toutes sortes de sous-titres qui déroulent. Alors, votre avocat virtuel, c'est votre site, Maître Masson, qu'on a pu voir à quelques reprises. Et également, on invite les gens, s'ils veulent par la suite ou même tout de suite, aller sur le forum de discussion, poser des questions. Quoique, il y aura des questions à la fin de cette présentation, mais par la suite, après le séminaire, donc d'aller encore en ligne sur le forum immigré.com. Donc, il y a également, à ce que je comprends, dans les travailleurs sans permis de travail, il y a les étudiants à temps plein. Évidemment, il faut être étudiant à temps plein au Canada. Alors, bon, ça va être aussi une catégorie assez connue. J'y reviendrai rapidement. Distinction entre campus et hors campus. Donc, temps plein, très important. Vous n'êtes plus à temps plein, vous n'avez plus le droit de travailler même à l'extérieur du campus. À l'intérieur du campus, c'est une zone grise, mais normalement, on ne peut pas travailler lorsqu'on n'est plus à temps plein. Ça, c'est une des conditions importantes. Bon, il y a un nombre maximal d'heures lorsque vous êtes hors campus, c'est 20 heures. Vous pouvez travailler pendant les vacances scolaires, entre les sessions. Donc, ce sont des véritables permis de travail, mais qu'on vous donne pas finalement. C'est intégré sur votre permis d'études. Et c'est marqué dans les observations. Donc concrètement, il y a marqué personne autorisée à travailler hors campus ou campus selon. C'est une très bonne nouvelle quand même pour les étudiants, hein, parce que pendant de longues années, ils n'étaient pas autorisés à travailler autant que ça. Et vraiment maintenant, bon, c'est possible évidemment de se faire un petit peu d'argent pendant ses études au Canada, mais il faut quand même avoir un bon pactole là, de départ pour venir étudier en tant qu'étudiant étranger. À part, Très important, et je pense qu'on l'a vu au Covid, parce qu'il y a vraiment des étudiants qui se sont retrouvés dans des situations très délicates, et je pense que ça leur permet, ce type de programme-là leur permet de travailler légalement et d'assumer leurs frais, parce que ça fait 1 an qu'on est confinés, et ces travailleurs-là vont se retrouver dans les livraisons, etc. Donc, ça a été des travailleurs essentiels finalement. Oui, absolument. Voilà, c'est assez important. Et ensuite,
Vas-y, allez-y, Laurence. Oui, mais c'est ça. En fait, aussi, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne expérience de travail. Si par hasard, par la suite, ils veulent immigrer, ces étudiants-là, c'est extraordinaire. Ils ont déjà un pied à l'étrier, ils ont déjà une expérience de travail, même si c'est de la livraison, des appels, des call centers, comme on les appelle, ou ces choses-là. Mais il y a toutes sortes de travail pour étudiants qui sont de plus en plus intéressants pour la suite du marché du travail au Québec et dans le reste du Canada. Et il y a beaucoup de demandes. Donc, oui. Voilà. Et donc, peut-être la dernière catégorie, oui. je vais parler rapidement, parce que ces personnes-là, finalement, par exemple, des étudiants qui veulent rester au Canada, mais de manière temporaire pour le moment, puisque aujourd'hui, on va se limiter aux questions temporaires. Il y a ce qu'on appelle le très fameux statut implicite. Donc ça, c'est des mots. Je vous donne des mots qu'il faut retenir parce que vous allez les entendre à tort et à travers, malheureusement, parfois. Mais il faut retenir ces concepts-là parce que ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Un statut implicite, finalement, c'est une personne qui a fait une demande de renouvellement d'un statut, donc par exemple de travailleur. Après, il y a des nuances, mais on est autorisé à faire ce qu'on faisait avant l'expiration de son permis. Donc, essentiellement, il faut avoir été travailleur pour être autorisé à travailler sans permis de travail, et c'est ce qu'on appelle le statut implicite. C'est-à-dire, le permis est arrivé à expiration, vous avez déposé une demande de renouvellement ou un programme spécifique pour continuer à travailler, mais vous n'avez toujours pas reçu de réponse, votre statut est maintenu. Donc maintenant, on appelle ça le statut maintenu. C'est la nouvelle expression qui est utilisée par l'administration, et ça veut dire que vous pouvez rester travailler au Canada alors que vous n'avez pas votre permis de travail est expiré, mais vous pouvez travailler légalement. Donc, vous n'avez pas de permis de travail en main, mais vous travaillez légalement. Donc, dans le cadre du Covid, je peux vous dire que ça s'est produit énormément. Beaucoup de questions sont posées avec le statut implicite. Et le statut implicite, c'est certain que vous le conservez en restant au Canada, mais comme là, vous étiez obligé de rester au Canada, finalement, vous respectez les conditions. Donc, il y a beaucoup de personnes pendant la pandémie qui se sont trouvées à travailler sous statut implicite. Voilà. Oui, ça a été difficile tellement pendant la pandémie. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans une espèce de, un peu un cul-de-sac. Alors, justement, parlons des programmes plus spécifiques du PMI et du PTET. C'est les deux dernières catégories assez importantes, finalement, là, dans les programmes de travail. Voilà, alors c'est les deux grandes catégories. Et dans l'une de ces catégories, il y a ce que je viens d'expliquer sur le permis sans permis de travail, le travail sans permis de travail, qui est une sous-catégorie. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la distinction entre PMI et PTET. Alors, parce que c'est là-dedans que vous allez vous retrouver, quoi qu'il arrive. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, vous avez les grandes catégories du PTET. Vous avez des sous-catégories, comme je viens de le dire, et notamment les postes à haut salaire, donc le volet de postes à haut salaire, donc qui requiert une étude d'impact sur le marché du travail de l'employeur. Le PTET requiert une étude d'impact du marché du travail faite par l'employeur auprès de l'administration avant de demander le permis de travail. Et donc, je répète, il y a plusieurs volets. Le volet à haut salaire, en fonction, alors on va dire volet à haut salaire en fonction du salaire médian qui est versé à la personne. Le salaire médian à l'heure actuelle au Québec est de 23,08 $. Ça varie selon les provinces et c'est ce qu'on appelle le salaire médian. Donc, on est à haut salaire quand on dépasse ce salaire médian, qu'on a eu une offre d'emploi qui est supérieure au salaire médian, et on est dans le volet des postes à bas salaire, donc ça c'est l'autre volet, lorsque la rémunération est inférieure à ce salaire médian. L'autre volet, c'est le volet agricole. Donc en ce moment, c'est d'ailleurs, ça a été un des travailleurs essentiels, puisqu'on a eu besoin, on rentre dans la période des récoltes, donc c'est des personnes qui viennent d'Amérique latine ou du Mexique, et donc qui viennent dans ce programme très particulier qu'on appelle le volet agricole saisonnier et qui nous permet finalement de vivre au Québec et
de procéder à nos récoltes grâce à ces personnes-là qui sont essentielles. Oui, ils ont été assez, on sait beaucoup, il y en a eu plusieurs qui n'ont pas pu venir l'année dernière, alors ça a même retardé dans les récoltes et les Québécois ont été réclamés sur les champs, dans les champs. Exactement, et on s'est rendu compte à quel point ces personnes étaient essentielles. Alors pareil pour les fournisseurs de soins à domicile, c'est l'avant-dernier volet dont qu'on peut prendre en considération. Donc ces gens-là, on se rend compte qu'ils sont très importants. On a essayé, alors c'est des programmes qui existent, qui sont très lourds, hein, le PTET avec étude d'impact sur le marché du travail, mais on s'est rendu compte que ces personnes-là étaient essentielles. Donc on verra dans l'après-Covid, il va y avoir des réformes à faire là, très importantes. Alors le dernier volet, c'est le volet des talents mondiaux. Alors là, c'est les personnes, les top niveaux, quoi, hein, les personnes réputation internationale, des cadres supérieurs pour des grandes entreprises, des IT, des personnes en intelligence artificielle. Ouais. Donc on passe toujours quand même par le IMT, mais avec, vous pouvez avoir un volet, il y a une sous-catégorie là-dessous. Vous pouvez être appuyé par Investissement Québec. Qui intervient et qui a vocation à intervenir de plus en plus dans ce programme-là. Et je le souhaite parce que l'intervention d'Investissement Québec est salutaire là dans ce domaine-là parce que eux ont bien compris les besoins qu'on a au Québec. Donc ça, c'est le volet de talents mondiaux. Et là, vous avez une personne qu'on va faire entrer, mais on va demander en échange de prendre des engagements sur l'emploi, de prendre des engagements sur l'investissement. Donc, c'est un programme qui est très intéressant pour les personnes en informatique ou alors les cadres supérieurs. Donc, ça, c'est le contexte, les volets. Alors maintenant, vous allez me dire… Voilà. Quoi faire avec tout ça, hein? Voilà, donc comment ça se passe? Alors, il faut savoir que le PTET, donc on est toujours dans des PTET avec études d'impact sur le marché du travail, on va examiner les deux côtés, l'employeur et l'employé. Donc on va se demander est-ce que l'employeur finalement a fait une offre d'emploi authentique, hein, parce qu'il y a quelques années, vous pouvez faire un peu n'importe quoi, c'était beaucoup moins vérifié. Donc maintenant, on a vraiment une vérification très poussée de l'administration sur l'employeur. On va vous demander le certificat de constitution, les états financiers, les impôts payés, etc. C'est assez lourd pour l'employeur. Donc, c'est quelque chose il faut vraiment que l'employeur vous veuille pour aller chercher ce type de validation. Donc, on va examiner, donc ça, c'est le Québec, le provincial, quand on est au Québec, qui va examiner ça, c'est le salaire. On va regarder est-ce que le salaire est conforme au minimum sociaux de la province, les conditions d'emploi de ces personnes-là par rapport aux Canadiens. Donc, on ne veut pas pratiquer ce qu'on appelle le dumping social avec les travailleurs étrangers. Donc, ça, c'est regardé par l'administration fédérale et provinciale en amont de la demande du permis de travail. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on va examiner le travailleur étranger, donc par le biais de la demande de permis de travail. Donc, on va regarder si sa demande est recevable donc, par les exigences médicales, est-ce qu'il y a urgence à le faire rentrer et les différentes conditions du permis de travail. Alors, j'ai oublié quelque chose dans le cadre de l'employeur, c'est que l'employeur, maintenant, on a des listes rouges. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Les listes des fautifs. Voilà, des fautifs, donc c'est publié. Ces gens-là ne sont pas admissibles. Une fois qu'ils sont publiés, donc on a eu quelques scandales avec des franchises, donc ces gens-là sont publiés, ils n'ont pas le droit d'embaucher des travailleurs étrangers. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le forum, il faut vérifier l'employeur aussi. Et oui, c'est quand même assez inusité. C'est pas un problème qu'on avait il y a quelques années, par exemple. Voilà, alors au milieu de tout ça, il y a des consultants dont je n'apprécie pas forcément l'intervention, qui vont peut-être travailler avec ces gens-là et qui vont vous dire très bien, paye-nous upfront une certaine somme et on va te faire venir avec tel employeur. Et on se rend compte que ces employeurs n'existent pas, sont bidons et ça vous est exposé à quoi? C'est fausse déclaration, expulsion et vous ne pouvez plus rentrer au Canada. Donc faire très attention
Dans le cadre de ce programme-là, il y a un peu tout et n'importe quoi, parce que c'est un programme très complexe. Alors, pour le processus, pour la suite, par où commencer donc pour intégrer les fameux programmes? Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a le deuxième programme. Donc là, je vous ai parlé du PTET, mais donc avec études d'impact sur le marché du travail, donc très lourd, employeur, employé, paiement par l'employeur de $1000 de frais. Donc ça refroidit, croyez-moi. Donc il faut vraiment qu'on vous veuille. Donc c'est, par exemple, dans les talents mondiaux, voilà, là, ils vont payer les $1000. Mais pour les autres professions, il faut vraiment qu'ils aient un besoin certain. Excusez-moi, j'ai un peu besoin d'eau. Moi aussi, tiens, je vais prendre un peu d'eau. Alors, le deuxième programme, c'est donc le programme de mobilité internationale. Et donc là, on va vous émettre un permis de travail directement. C'est-à-dire, vous recevez votre papier, permis de travail, sans être passé par l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, il y a plusieurs dispenses qui sont prévues, et c'est celles, je le disais au début, prévues en vertu d'accords internationaux. Donc, vous avez les accords du GATS, G-A-T-S, AEGC, donc avec l'Europe, l'ALENA avec les États-Unis, avec le Mexique, avec différents pays, peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. Et c'est dans ces accords internationaux qu'on va notamment trouver les gens d'affaires dont je parlais tout à l'heure. On va leur permettre de rentrer facilement avec un permis de travail sans EIMT dans le cadre de ces accords-là. Ces dispenses aussi sont prévues en fonction des intérêts canadiens. Donc, Laurence, vous en parliez tout à l'heure, c'est là on a du moins vous parliez plutôt des accords internationaux avec les PVT, les jeunes pros, etc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir ce type de permis de travail que les jeunes Français, Belges, Espagnols, certains pays ont signé donc ces ententes-là, et donc ces jeunes ont des permis dans le cadre de ces accords internationaux. En fonction des intérêts canadiens, alors c'est là que vous allez trouver les programmes des époux des travailleurs qualifiés. Il faut savoir que les époux peuvent avoir des permis de travail ouverts. Donc vous avez d'un côté une personne qui a son permis de travail fermé, qui est le requérant principal. Donc lui, il peut être passé par la grosse démarche dont on vient de parler, donc PTET ou même PMI. Et l'époux va avoir un permis de travail ouvert, donc dans le cadre de ce programme PMI, en fonction des intérêts canadiens. Donc, il va pouvoir travailler où il le veut pour suivre son époux. Vous avez aussi celui qui est prévu lorsque vous êtes détenteur d'un certificat de sélection du Québec, parce qu'on s'est rendu compte des délais astronomiques. Donc, on a dit, les personnes qui sont détentrices de CSQ vont pouvoir demander un permis de travail du temps de l'émission de la résidence permanente, parce que vous avez vu, on a des problèmes de délai en ce moment. Le Québec et le fédéral se renvoient la balle, et c'est gravissime à cause du Covid, et on va voir comment ça va se passer après Covid. Oui, c'est ça, justement, l'après-Covid. Venons-en à l'après-Covid. Quelques réflexions sur l'après-Covid. Disons, on fera un petit peu plus tard, mais je vais vous parler de la stratégie d'abord. Oui. L'après-Covid, excusez-moi parce que j'ai anticipé un petit peu trop là, mais quelle va être la stratégie par rapport à ces programmes dont on a parlé? Que devez-vous faire pour venir au Canada? Parce qu'on a vu, Laurence, vous l'avez vu dans le forum, il y a des questions très larges qui nous demandent comment je peux obtenir un permis de travail. Vous vous rappelez, là on en a vu quelques-unes. Donc extrêmement large comme question, et donc qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? C'est se poser des questions stratégiques. Que dois-je faire pour venir au Canada et rentrer éventuellement dans ces programmes? Moi, ce que je recommanderais, c'est la première chose pour ceux qui ont la chance d'être dans des grands groupes internationaux, il y en a parmi vous, c'est de regarder la politique de mobilité dans l'entreprise et d'utiliser ce qu'on appelle un détachement. Et le détachement va rentrer dans le cadre du programme de mobilité internationale. Donc, les personnes détachées, la mutation intra-entreprise, vont rentrer
assez facilement au Canada par le biais d'un simple permis de travail. Donc, quand il s'agit de se dire j'ai envie de venir au Canada, ben, la première chose, c'est peut-être voir votre employeur actuel si vous êtes dans un grand groupe. Donc ça, c'est le détachement. Vous avez aussi, j'en parlais au début, le nomadisme numérique. Donc, venir au Québec de manière temporaire avec un emploi, mais à l'étranger, avec un employeur étranger, puisque on peut maintenant, selon certaines professions, vous permettre de travailler de l'étranger et selon l'entreprise. Donc là, on se trouve dans une sorte de détachement, et je vais vous en parler pour l'après-Covid, comme nous disait Laurence. Et donc ça, c'est la première stratégie, c'est un détachement de se dire bon ben je vais venir de manière provisoire, mais en utilisant des programmes spécifiques, dont la mobilité internationale et le transfert intracompagnie. La deuxième façon, c'est de se dire bon ben je viens en expatriation, je m'en viens, comme on dit au Québec. Et là, la stratégie est différente. C'est que là, il faut regarder justement toutes les exceptions dont je vous parlais. Les accords internationaux, les PVT pour les plus jeunes, les projets pilotes, les initiatives spéciales, les travailleurs essentiels qu'on a vus. Donc là, en ce moment, et on va le voir après Covid, il va y avoir des programmes qui vont sortir comme ça. Et ceux-là, il faut les regarder. Et dans sa stratégie, il faut non seulement regarder ça, mais après, grâce à Internet, regardez toutes les annonces qui sont diffusées sur les sites officiels, allez dans les forums que, d'après moi, vont reprendre après la pandémie. Les forums internationaux, ils vont se déplacer dans les pays, évidemment. Exactement, hein, Laurence, que vous connaissez très bien. Et aussi des forums, des webinaires également, pour cibler les emplois qui sont en demande à l'heure actuelle. Parce que ces emplois en demande vont générer des programmes spécifiques et qui vont vous faciliter la vie. Parce que, encore une fois, je vous reparle du programme PTET avec EIMT, ce sont les plus lourds en termes de délai. Hein, il faut penser 4 à 6 mois facilement. Ça peut se réduire, mais ce sont des délais assez longs. Alors que les exemptions, ça peut être aussi peu qu'avec une exemption de permis de travail, que moins d'un mois. Alors, on a déjà vu des petites questions déjà s'afficher. Est-ce qu'on peut passer à la période de questions? Juste, Laurent, je vais juste terminer avec l'après-Covid. Oui. On a sauté là parce que j'ai parlé un peu plus, là c'est vrai, mais justement, l'après-Covid, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on a vu, dans le cadre de la pandémie, l'émergence de réalités. Le télétravail, hein, qu'on fait tous les deux, avec Laurent aussi qui est à la technique. On est en télétravail, il y a 95% des gens qui sont rentrés en télétravail, donc c'est une nouvelle réalité à laquelle les permis de travail vont devoir s'adapter. Et le nomadisme numérique qui justement ne nécessite pas forcément un permis de travail. Donc ça, c'est une réalité qu'on va voir apparaître après le Covid. Les gouvernements également vont avoir des tendances à favoriser l'immigration de personnes qui sont déjà en emploi, qui ont déjà un travail ou qui étudient au Canada. Ça, c'est aussi une deuxième réalité qu'on va rencontrer de plus en plus, un changement dans la philosophie des programmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, d'avoir une stratégie pour venir travailler au départ, avant de demander la résidence permanente, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Oui, voilà. L'autre question, voilà, la question à se poser, c'est le passeport sanitaire. Est-ce qu'il va perdurer après la pandémie? Est-ce que ça va être généralisé? Avant, on avait une visite médicale que pour certaines personnes, pour certaines régions et pour certains emplois. Quand vous travaillez, par exemple, avec des enfants ou à l'hôpital. Mais est-ce qu'on va avoir un passeport généralisé? La quarantaine. Est-ce qu'on va retourner à l'île aux grosses? L'île aux gros, donc l'équivalent de Ellis Island aux États-Unis, que tout le monde connaît, où on va vous mettre en quarantaine sur une à l'entrée de Manhattan, de New York. Voilà, et nous, on l'avait au Québec, oui.
Oui, pas loin de la Gaspésie, là, dans le Voilà. bas du fleuve. Là, est-ce qu'on va retourner à ça? Je le dis avec humour, mais on ne sait jamais. Parce que là, on a les 3 jours d'hôtel. Mon Dieu. Et la dernière question dont vous avez entendu parler dans la presse à l'heure actuelle, c'est Québec ou reste du Canada? Ça, c'est un mot à retenir. On appelle ça rock au Québec. Ouais. Rock. Et donc, quel choix? Province francophone que nous aimons tous, ou alors le reste du Canada avec des programmes particuliers. Donc, il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps. Donc voilà, Laurence, désolé d'avoir maintenu un peu plus, mais voilà ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, on va y aller pour la période de questions. Évidemment, je répète, c'est un webinaire sur les permis de travail, donc pas sur l'immigration. Je sais que vous êtes nombreux, vous auriez voulu qu'on parle d'entrée express, de l'immigration au Québec et tout ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Alors, on va parler donc des permis de travail. Alors, je vais y aller avec des premières questions. Vous êtes très nombreux, vous êtes de partout. Je vois qu'il y en a qui me disent bonjour du Liban, on les salue, du Cameroun, de France, Lille, Lyon et aussi du Québec. Donc, mon employeur, un usager Facebook qui demande, mon employeur a fait la demande à IEMT et CAQ et a renvoyé des papiers manquants dernièrement. Le délai redémarre. T-il du départ ou ça ne prolonge pas forcément le délai de traitement? Selon vous, un peu de mal à comprendre la question. Oui. Alors attendez, je vais la relire. Donc bon, il y a une demande qui a été faite. Donc on est dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Le CAQ également, il a renvoyé les papiers manquants. Donc on lui a demandé des papiers manquants. Oui, le délai redémarre tant que le dossier n'est pas complet. Parce qu'en fait, il considère que les délais ne démarrent que lorsque le dossier est complet. D'accord. Okay. Alors pour vous rassurer, juste pour vous dire, les délais sont très longs, malheureusement en ce moment. Oui. Voilà, donc. Alors, de France, il y a une question, Maureen. Je termine mes études à l'UQAM, donc une université à Montréal, en juin 2022. Je souhaite travailler après mon diplôme. Mon permis d'études se termine en août 2022. Quel permis de travail demander à ce moment-là? Alors, en juin 2022. Alors, je suis français. Dans un an. Non, mais elle dit le permis d'études. Oui, alors elle a la réponse dans sa question. Elle l'a mis entre parenthèses parce qu'elle n'était pas sûre. Oui. Mais c'est vrai que c'est le programme de travail post-diplôme. Ouais. Donc, mais encore une fois, voilà, je peux pas répondre précisément, mais c'est ça, c'est le but, c'est le permis de travail post-diplôme. Tony, qui est également au Canada, qui est résident, mon permis de travail temporaire ne permet-il pas la pré-entrée? Ne permet pas la pré-entrée, pardon. Je dois séjourner prochainement en France. Quel document utiliser pour éviter d'être coincé à la frontière au retour? Alors, ce qui se passe là, c'est que les travailleurs, justement, ont le droit de rentrer au Canada. Donc, l'histoire du permis de travail qui permet pas la pré-rentrée, là, c'est marqué par défaut sur tous les permis. C'est que effectivement, c'est attaché à un permis d'entrée multiple. Et parfois, des personnes ont besoin d'un visa de résident temporaire. Et donc, s'ils n'ont pas le visa de résident temporaire, ils ne peuvent pas rentrer malgré le permis de travail. Mais généralement, pour les gens de France, ils ont un permis multiple. Ils peuvent sortir, rentrer autant qu'ils le peuvent ou le veulent. Mais ce qui se passe, c'est durant la pandémie, c'est certain qu'au départ, on a eu des questionnements, parce qu'il y a des travailleurs qui étaient à l'étranger, on leur permettait plus de rentrer. Mais à l'heure actuelle, comme je le disais au départ, c'est une des exemptions. Un travailleur peut rentrer de nouveau au Canada. Encore au Canada? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est au Canada? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, comment obtenir un permis de travail pour un stage en entreprise dans le cadre d'un PE déjà obtenu dans une rentrée le 25 août 2021? Alors bon, là, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour répondre, mais disons que, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants ont droit, alors 25 août 2020. PE, c'est un permis d'études pour ceux qui ne le savent pas, oui. Voilà, donc ils ont droit à travailler sans demander un permis de travail. C'est inclus dans leur permis d'études. Voilà. Alors encore une fois, j'ai pas tous les éléments de ce dossier-là, mais grosso modo, oui, on peut travailler pendant ses études au Canada. Laurie qui demande dans le processus de traitement simplifié, peut-on faire la demande de permis de travail en même temps que la demande d'IEMT?
Alors, oui, normalement, alors attendez, c'est que non, le permis de travail, on le demande généralement quand on a son EIMT. Après, je veux pas rentrer dans ces détails-là parce que il y a des tours de passe-passe qu'ont utilisé certains, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Je vais pas vous répondre là-dessus. Il faut faire très attention avec ça, quoi. C'est EIMT et après on met son EIMT en ligne dans le dossier en ligne et on demande son permis de travail. Ça, c'est la règle. Alors, il y a Dragon qui nous dit bonjour, qui a signé un contrat avec un CIUS. Un CIUS, c'est un organisme de la santé au Québec. CIUS le CAP, donc dans le cadre d'un PTET, qui doit faire la demande de travail, d'un permis de travail à ce moment-là? Est-ce que c'est le futur employeur ou lui qui doit faire la demande? Alors, il y a plusieurs choses là, en fait. C'est que la personne a bien défini PTET, c'est le programme dont je parlais tout à l'heure. Donc, le programme est divisé en deux, employeur-employé. L'employeur s'occupe de l'EIMT, l'employeuse s'occupe du permis de travail. Mais c'est certain qu'il y a des employeurs, moi je travaille avec des employeurs, qui vont payer un avocat pour faire les démarches pour les deux. Donc ça veut dire que techniquement, c'est l'avocat qui fait les démarches pour tout le monde. Oui, parce qu'un CIUS, ils veulent certainement l'avoir comme employé parce qu'il est dans le domaine de la santé, donc très recherché. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont l'aider. S'ils n'ont personne pour l'aider, bon, ben, il faut avoir un mandataire qui va l'aider dans sa démarche. Mais le permis de travail est déposé par l'employé en théorie, mais c'est clair qu'on peut l'aider à le déposer, quoi. Mais il est déposé par lui. Une question venant de France. Thomas, dans quelle mesure un dirigeant d'entreprise peut-il venir s'installer pour vivre au Canada et continuer de travailler pour son entreprise immatriculée en France? Je pense qu'on va l'entendre beaucoup, celle-là, dans les prochaines années. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le nomadisme numérique. Mais la problématique, c'est que vous êtes dirigeant d'entreprise, donc là, on n'est pas du tout dans le même cadre. On n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est dans le cadre des peut-être une autre fois. Voilà, on est dans le cadre des entrepreneurs. Alors donc ça, il y a peut-être une façon de faire, mais ça dépend de la taille de l'entreprise aussi, parce que lorsque vous avez de très petites entreprises, vous ne pouvez pas justement venir au Canada et finalement fermer l'entreprise, ou du moins qu'il n'y ait personne pour que l'entreprise continue d'opérer en France. Oui. Donc, ce n'est pas impossible, mais ça nécessite quand même une réflexion là, poussée, parce qu'on ne parle pas d'un permis de travail. Là, on parle d'un entrepreneur qui ont leurs propres règles. Mais dans l'absolu, si la personne est employée de cette SAS et qu'il y a d'autres employés, etc., dans l'absolu, il peut, pourquoi pas, s'il continue d'être payé par l'employeur, mais qu'il n'y a aucun revenu qui provient du Canada et qu'il n'y a pas de démarchage de sa part, il peut faire du télétravail ici. C'est une des enjeux dont je parlais tout à l'heure, le nomadisme numérique. Ce n'est pas quelque chose qui exclut, mais je ne vais pas vous le recommander là, comme ça, sans okay. Fred qui demande, il y a quelques fois des demandes d'employeurs. Bon, ouh là 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 là, j'ai de la difficulté à lire cette phrase. Peux-tu nous déchiffrer ça, Stéphane? Alors, il y a quelquefois des demandes de l'employeur de demander que l'on paye la démarche de l'IMT, oui. Y a-t-il des communications faites pour leur rappeler que c'est illégal? Ouais, c'est tout. Alors, encore une fois, faites très attention à l'intervention des consultants. Ça, c'est souvent les consultants qui vont faire ça. Ils vont faire payer l'employé à peu près tout pour se payer eux-mêmes sur le dossier et c'est complètement illégal. C'est certain que l'employeur doit le payer. Le $1000, on parle du $1000. Parfois, ils vont payer le permis de travail, puisque le permis de travail pourrait être à la charge de l'employé. Mais est à la charge de l'employé en théorie. Mais en tout cas, l'EIMT, ce n'est absolument pas à l'employeur de le payer. Alors, comment lui dire un employeur qui démarre comme ça, c'est pas un bon signe, je vous dirais. Bon. À moins que vous le connaissiez vraiment. Donc, il faut peut-être éviter, trouver un autre employeur, quoi.
Bon. Ella qui pose la question, l'IMT acceptée et CAQ positive, positive pour 3 ans. Refus de permis de travail. Bon, donc un refus de permis de travail, garde l'argent, n'est pas convaincu que la personne rentre au pays. C'est possible de refaire la demande et utiliser le même IMT et le même CAQ. Si elle est toujours valide, ils ont une durée de validité, hein, dans les 6 mois, il faut déposer. Il y a une durée de validité de l'EIMT, elle est inscrite sur le papier qui a été émis à l'employeur et à l'employé, dont l'employé a une copie. On peut le refaire, mais il faut, là on parle d'un dossier qui n'a pas été comme voulu, donc là il faut faire appel à un professionnel, et même avec le professionnel, on va vous demander beaucoup plus de preuves, mais c'est pas sûr qu'on accepte. Il n'y a pas une obligation pour l'immigration d'accepter s'ils se disent que la personne ne va pas retourner dans son pays à l'issue du permis de travail. Une question de Joe. Bon, donc, est-ce que les Maghrébins font partie du service mobilité francophone, donc sans EIMT ou non? Ben oui, c'est mobilité francophone. Donc, ils sont francophones, mais à condition de le niveau de français, quoi. Voilà. Justement, il y a Ahmed qui dit bonjour. S'il y a une rupture de contrat pour un travailleur temporaire et qu'on n'arrive pas à trouver un nouveau travail, est-ce que le conjoint qui a un permis de travail libre peut toujours travailler, lui, ou doivent-ils quitter le Canada? Oui, alors j'ai eu des cas comme ça, là. C'est assez compliqué. Normalement, en théorie, il devrait quitter le Canada puisque le requérant principal n'a plus d'emploi. Mais le requérant principal pourrait, s'il retrouve un emploi, demander un rétablissement de statut. Et donc, le statut de l'épouse pourrait être continué également. Mais sinon, si on ne trouve pas d'emploi, le permis tombe. C'est le requérant principal qui est important dans ce processus-là. D'accord. Donc, Mathieu qui demande, je suis dans l'attente de l'obtention d'un permis d'études. J'ai un employeur qui est prêt à m'embaucher dans le cadre de 20 heures, des 20 heures autorisées pour les étudiants. Que dois-je prévoir s'il souhaite me garder après la formation? C'est la première question qu'on avait, c'est post-diplôme. C'est la première façon de changer de programme, quoi. Alors, Stéphane, est-ce que vous connaissez un avocat sérieux pour nous aider à immigrer avec un permis de travail? C'est Catherine qui pose la question, mais enfin, voilà. Alors, je vais vous dire, des avocats sérieux, là, je fais de la publicité pour moi parce que je suis là, mais nous avons une association organisée. Oui, c'est bien de le mentionner, en effet. Voilà, ça s'appelle l'Acadie. Et à l'intérieur, on a beaucoup de respect les uns envers les autres. Il y a beaucoup, même une très très grande majorité d'avocats sérieux, des gens qui pratiquent depuis des années dans ce domaine-là. Il faut faire attention à toutes ces personnes qui sont en train de s'improviser, y compris les avocats, dans ce domaine qui est très pointu. Pas de consultants, toujours demande, parce qu'il y a des consultants qui font un peu croire qu'ils sont avocats. Il faut faire très attention à cela. C'est le meilleur moyen d'avoir des gens sérieux, c'est de regarder les gens pour lesquels il y a une réputation quand même. L'Acadie, quand vous connaissez personne, l'Acadie et la liste. C'est le meilleur moyen d'avoir des gens sérieux, mais faites attention à ceux qui se... Oui. Et ceux qui vous demandent de payer 10 000 $ avant de commencer toute démarche, des sites web ou tout ça, en tout cas, on en parle souvent sur le forum, c'est assez, ça peut, bon. Non, faites confiance à ceux qui demandent 20 000 $. Oui, c'est ça. Ouais. Alexis qui pose la question, à sa résidence, il vit en France et il va perdre sa résidence en mars 2022. Je veux revenir au Québec, mais ma conjointe n'a pas de statut au Canada. Y a-t-il un programme pour qu'elle puisse avoir un permis de travail dans ce délai? Là, c'est une situation assez complexe. Je vous dirais, le statut de conjoint, il faut savoir si conjoint de fait ou marié. Oui, c'est ça. Là, ça dépend des preuves aussi. Là, il risque de perdre sa résidence permanente en 2022. Donc déjà, il faudrait revenir avant 2022. C'est clair, là, très très important. Mais là, oui, c'est une situation assez compliquée. Donc,
Ce que je recommanderais, c'est déjà de revenir tout seul, mais pas mettre en danger la Oui. Le statut de la conjointe suit le requérant principal, à condition qu'elle ait été prévue dans sa demande, quoi. Liane Clarisse qui demande: on peut étudier à temps partiel au Québec avec un statut de travailleur. J'ai un permis de travail ouvert via le parrainage avec mon mari. Y a-t-il besoin d'être en emploi pour obtenir le CAQ? Il y a plusieurs choses. Oui, il y a plusieurs choses là. Liane Clarisse. En théorie, vous demandez. En théorie, on peut demander à étudier à temps partiel alors qu'on est en temps plein, mais on va vous dire vous êtes à temps plein, donc vous ne pouvez pas étudier. Donc en théorie, vous pouvez faire la demande. En pratique, je pense qu'on va vous dire non. Parce qu'il faut un travail à temps plein. Hein, attention, là, parce que là, c'est pas marqué, mais il faut un travail à temps plein. Déjà. C'est comme ça qu'on va vous émettre un permis de travail. Travailler à temps plein. J'ai un permis de travail ouvert via le parrainage avec mon mari. Donc à ce moment-là, là ça a l'air un peu mélangé, mais en fait on voit que c'est un permis de travail ouvert. Donc ça voudrait dire, ben oui, mais finalement je veux pas travailler. J'ai mon conjoint. Vous pouvez faire une demande d'étudiant, permis d'études toute seule. Également, c'est possible. Mais là, vous pouvez évaluer comme ça. Et y a-t-il besoin d'être en emploi pour obtenir un CAQ? Oui. Du moins, le CAQ est demandé pour obtenir l'emploi. Mais là, c'est un petit peu. Oui, il y a beaucoup de choses dans la même question. Voilà. Alors, prochaine question. Sad. Pour les étudiants français, la preuve financière, est-ce valide? Le prouver dans ses capacités à travers un document prouvant nos soldes dans nos comptes bancaires. Oui, voilà. Donc là, c'est une question un petit peu plus technique. Pour la preuve financière, il faut vraiment donner tout ce que vous pouvez, qui montre que vous avez de l'argent en banque et que vous n'allez pas être à la charge de l'État. C'est clair que plus les comptes sont remplis, mieux c'est. Plus vous en avez aussi, mieux c'est. Avoir un compte canadien, parce que les banques maintenant vous permettent d'ouvrir des comptes avant d'arriver, c'est avec de l'argent dedans. Donc voilà, mais il faut en mettre le plus possible, ni trop, ni pas assez, mais il faut que ce soit des documents officiels. Donc voilà. Okay. Joe, donc j'ai un TEF Canada, j'ai un employeur en Ontario. Donc, il peut me faire un contrat sans EIMT. Là, je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai un TEF. J'ai un employeur en Ontario. On a déjà répondu à une question de Joe. Peut-être que. J'ai un employeur en Ontario, donc il peut me faire un contrat sur mobilité francophone, c'est ce qu'elle veut dire. Je n'ai pas trop compris la question. Voilà. Oui. On va passer à François qui nous demande combien de fois peut-on prolonger, proroger donc un permis de travail et combien de temps? Temporairement. Temporairement seulement. En fait, généralement, on va vous octroyer 3 ans, mais après, ça dépend des programmes renouvelables. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, mais ça doit rester temporaire. Donc, on va vous orienter assez rapidement, au bout de 6-7 ans, là, vers la résidence permanente et les programmes de bascule vers la résidence permanente. Laurie qui demande quels sont les délais pour l'immigration de travailleurs essentiels à haut salaire en agriculture. Aucune idée. Je ne vais pas vous les donner parce que l'immigration ne veut même plus les donner. Donc, on a de belles surprises, surtout pour les travailleurs essentiels. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont vraiment débordés en ce moment, quoi. Donc, on n'est plus dans les délais traditionnels. OK. Emmanuel, je vais ouvrir une boulangerie à Montréal et dois embaucher un boulanger français en France à cause de la pénurie au Québec. Quelle démarche dois-je faire pour lui permettre de me rejoindre? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Alors, le problème, c'est que la boulangerie n'est pas ouverte. Je vais ouvrir, hein, c'est ce que je comprends de la question. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine antériorité pour que ça fonctionne. Sinon, on va vous dire, vous n'avez pas assez d'antériorité, il n'y a pas assez vous n'avez pas prouvé forcément la viabilité de l'entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste en termes de papier. Vous devez envoyer des papiers quand vous faites ça.
Donc, je disais tout à l'heure le certificat de constitution, mais aussi les déclarations d'impôts, les annexes 100 notamment, qui sont le bilan de l'entreprise. Donc, ça veut dire que vous en avez déjà un, quoi. Donc, si c'est vraiment le début, que c'est à perte, etc., on va vous dire oubliez ça. Donc, avant d'embaucher un étranger, on doit d'abord se tourner vers la main-d'œuvre locale. Et si on est soi-même boulanger, ben on met la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Oui, en effet. Prochaine question, Romane. Est-ce qu'une proposition d'emploi pour un PVT, est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce qu'avec une proposition d'emploi pour un PVT ou encore au tirage au sort? C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a eu. On a eu un changement là récemment à cause de la Covid. C'est que même pour les PVT, on leur demandait d'avoir une offre. Ouais. Donc, ça a limité, d'après moi, le nombre de personnes qui ont demandé. Je vous dirais, ça peut aller assez vite. Donc, eux nous disent que c'est dans un délai de 5 semaines. Mais bon, j'en ai un que j'ai un peu poussé. Je suis arrivé dans ces délais, mais il y en a un autre que j'ai pas poussé. On attend toujours. Donc oui, c'est une sorte de tirage au sort, quoi. Ça reste le tirage au sort malgré tout. Eduardo qui nous demande s'il y a une limite d'âge pour les permis de travail. 99 ans. Pardon? 99 ans. 99 ans, oui, c'est ça. J'ai pas encore envie. Oui, c'est ça, mais bon, donc il n'y a pas vraiment de limite. Alors, vous avez les programmes, parce que là, elle pense peut-être aux travailleurs, les jeunes, là, les PVT, 35 ans, quoi. Oui, 35 ans pour les Français. Et selon les pays, ça peut être 30 ans. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit en détail, quoi. Hein. Alors, une autre question. Puis-je entreprendre une demande de permis de travail fermée en ayant une demande de RP en cours depuis 37 mois? Oui, alors, c'est malheureux. Là, la personne soulève un problème très, très important que le gouvernement va régler, dit vouloir régler. Donc, le fédéral dit vouloir régler ce problème-là, justement en permettant à ces gens-là d'obtenir un permis de travail. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ils se sont engagés à ça. Il se trouve que c'était hors Québec parce que le Québec s'est pas entendu. Donc on va voir. Tout ça, c'est à suivre dans le cadre de Covid et c'est en débat à l'heure actuelle, justement parce que les délais ont explosé. On ne sait même pas quand ça va se finir. Mais a priori, on peut demander un permis de travail quand on a une demande en cours. Hein, de toute façon. Donc, on peut toujours demander le permis de travail. Mehdi qui demande, ma femme a déposé un permis d'études et moi un PTO il y a un mois. Peut-on connaître les délais de traitement en ces temps de pandémie? Non, je veux même pas les donner, parce que ça fait des attentes pour rien. L'immigration ne les donne plus. Donc, vous étiez au départ des trucs comme ça, vous étiez à 51 jours, 53 jours. Mais maintenant, c'est peut-être que les délais restent comme ça affichés, mais c'est pas vrai, quoi. Marie-Claire, détentrice, PTPD. Je vais demander un CSQ. Avant d'avoir celui-ci, quel permis de travail dois-je demander en attendant le CSQ? Je garde un permis ouvert, elle travaille en hôpital, elle est titulaire d'un poste. Alors attention, parce que là, ça devient des questions un peu piégées, là. Des questions un petit peu pièges. Donc, je vais répondre très, très globalement. Il faut quand même vérifier si elle peut travailler dans un hôpital. Elle le met, là. Elle dit qu'elle travaille dans un hôpital. Voilà, non, mais c'est ça. C'est que dans le permis de travail ouvert, c'est exclu. Donc, il faut regarder si dans les observations, il n'y a pas une exclusion de travail dans l'hôpital. Donc là, je n'ai pas les éléments. Il faudrait que j'ai le permis de travail en main pour répondre à ça. Béatrice, j'ai un diplôme suisse dans la santé. L'organisme québécois qui s'occupe de l'équivalence de ce diplôme me demande de faire un stage dans un hôpital au Québec. Quel permis demander? Voir avec l'organisme qui s'occupe de ça. C'est que c'est un permis de travail traditionnel, mais parfois il vous apporte un soutien. Donc c'est normalement avec EUMT, mais bon, il y a des programmes spécifiques également pour ce type de profession. Et généralement, il vous apporte un soutien. Donc déjà se tourner vers le secrétariat de cet organisme
Et si le secrétariat prend pas ça en charge, ben voilà, nous on fait des démarches comme ça de permis de travail dans le cadre du stage. Mais comme vous l'avez vu aussi, ça fait partie des travailleurs essentiels. Donc là, on est en plein. Il y a des facilités à l'heure actuelle, mais je vous répondrai de manière plus précise. Michel qui demande, ma femme est assistante scolaire en France, nous souhaitons venir au Québec, quel permis pouvons-nous viser? Quelle preuve de fonds aussi nous sera demandée pour 6 personnes? Donc, il y a beaucoup de monde. Oui, donc il 4 enfants. Il faut vraiment prouver qu'on a le moyen de subvenir à toute cette grande famille. L'autre chose, c'est que oui, assistante sociale, bon, ben, si elle n'a pas moins de 35 ans, elle n'a pas accès au programme jeunesse, donc à ce moment-là, c'est EIMT. Bon, c'est le gros programme. À moins qu'il y ait, alors bon, dans les EIMT, il y a des sous-procédures simplifiées. Regardez si l'assistance sociale rentre dans ce cadre-là. Donc, encore une fois, je réponds généralement. Oui, évidemment. Je ne vais pas vous répondre précisément, je réponds généralement. Donc, il faut vérifier si cette profession peut éventuellement tomber dans des procédures simplifiées. Mais sinon, le principe, c'est procédures d'EIMT. D'accord. Alors, qui demande, j'ai une entreprise et j'aimerais embaucher ma sœur pour m'aider pour une fonction exemptée en 2020 de l'IEMT, mais plus cette année. Quel type de programme choisir? Alors, j'imagine qu'il est sur place, évidemment, et qu'il veut embaucher sa sœur. Ouais, voilà, ben, je vois pas pourquoi il dit, bon, elle est peut-être exemptée de l'IEMT, donc ça, c'est à vérifier. Donc, si elle est exemptée de l'IEMT, il faut savoir pourquoi il en arrive à cette conclusion. Et là, on déterminera le programme, quoi. C'est ça. Parce que là, je sais pas. Alors, Édouard, pouvez-vous expliquer cette limite d'âge de 35 ans pour le PMI? Ben avant, je me rappelle, il y a 20 ans, quand je suis arrivé, j'étais encore tout jeune. Et on était à 30 ans, je pense. Hein, et je sais pas si on n'a jamais pas été à 25 ans, mais je pense qu'on était à 30 ans, ça je m'en rappelle très bien. Et donc on a augmenté parce que c'est un peu pareil de partout. On considère que les gens vieillissent meurent plus tard. Donc vraiment, les plus jeunes sont touchés aussi. On rentre dans la vie active même plus tard. Donc on a monté les limites d'âge parce que ça reste des programmes pour la jeunesse. Donc, à 35 ans, on est vieux, on est jeune. On est encore jeune. À 40 ans, on se considère comme jeune. Moi, j'ai passé les 40 ans, je me considérais comme jeune. J'ai 50, je me considère encore jeune, mais on commence à dire que je suis senior. 50 is the new 40. Voilà, on va voir jusqu'où ils vont monter pour peut-être aller jusqu'à 40 ans. On verra bien. Prochaine question. Alors, François, en fin de permis temporaire, il aimerait savoir si, ayant une demande de RP, est-ce que je passe en statut implicite? On ne passe pas en statut implicite. On fait une demande avant l'expiration de son permis de travail temporaire, comme je le disais tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on attend la réponse et là, on a un statut implicite. Si toutes les autres conditions sont respectées, hein, si on reste dans le même emploi, etc. Dans l'année des 35 ans, c'est encore bon, la question des droits. Normalement, c'est pile poil. Pile poil, Édouard. Bon, c'est bon. Bon, alors une autre question. Oui, je peux travailler 20 heures semaine avec mon PE, mais mon école me demande un permis de travail coop. Il y a des organismes accrédités qui font ça, le coop. Donc, c'est pas des choses dans lesquelles on pratique beaucoup parce que généralement, c'est pris en charge par les universités. Coop, il faut taper coop. Et il y a des organismes aussi. Alors, la AISEC qui fait ça. Là, oui. L'Association internationale. Là, oui. Eux sont très efficaces. J'ai eu affaire à eux. C'est vraiment des jeunes très bien. Là, donc, c'est un peu ça le coop. Donc, voilà. Je peux pas vous en dire plus là-dessus non plus. Alors, Abbas qui demande où faut-il écrire la question pour qu'il puisse lire ma question? Ben, c'est justement là, hein, Laurent?
Bravo, merci pour le gag. Alors, on va encore poser quelques questions et on va conclure. Non pas que vous n'avez plus de questions, mais voilà. Ah, Joe, encore. Bon, alors, est-ce que tu veux relire la question? C'est la même, celle-là. Non, c'est la même, ça. C'est pas exactement la même. Ouais, elle est un peu modifiée, mais je vous Et dis. voilà, pour qu'on comprenne un peu mieux la question. Quand on en arrive là, il faudra vraiment que j'ai la situation. Il faudrait peut-être qu'elle pose la question sur le forum et puis peut-être qu'on pourra plus à ce moment-là. Alors, Abbas, pour un étudiant étranger, est-ce qu'il faut faire une équivalence de diplôme à Montréal pour enseigner et avoir le permis d'études? Pour enseigner, avoir le permis d'études. Pour enseigner, donc il veut enseigner un permis d'études. C'est un étudiant étranger donc qui a l'ambition de venir enseigner par la suite. Tu penses, là, bon. C'est ce que je comprends de la question. Est-ce qu'il faut faire une équivalence? Oui, alors généralement, oui, on vous demande des équivalences pour être en fac, ça c'est certain. Les relevés de notes, etc. Et ensuite, il y a une pénurie dans ce domaine-là, évidemment. Alors, non, là, on est dans le permis d'études, mais en plus, voilà, on n'est pas dans le permis de travail. Là. OK. Bon, alors Christophe, peut-on accélérer la demande de permis et visa quand l'employeur nous veut rapidement? Alors, la personne qui vous dirait ça, vous mentirait. Ouais. Donc, moi, comme professionnel, je ne peux pas vous dire que mon intervention, bien qu'on ait nos petits trucs, que mon intervention va servir à accélérer la demande. C'est certain que parfois, on peut débloquer en comprenant la situation. Ça m'est arrivé, mais je peux pas vous dire que je vais vous aider à accélérer la demande parce que l'administration n'en a rien à faire de ça. Et voilà, donc. Je suis intéressée par le permis de travail temporaire et j'ai déjà trouvé un employeur au Québec qui m'a demandé d'être sur place et comme j'ai un visa visiteur, je peut-être. En tout cas, il n'y a pas de permis et il y a cet employeur-là québécois qui veut l'engager. Il doit faire toutes les démarches dont on a parlé plus tôt. Michael, ma fille a une maladie rare mais stable. Pouvons-nous être rejetés pour cette raison? Bon, alors, je dirais que j'ai eu Laurent des causes dans ce cadre-là, dont une cause assez célèbre. C'est pas quelque chose à quoi je vais répondre ici. L'inadmissibilité médicale, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, malheureusement. Oui. Peut vous empêcher d'immigrer, mais justement, suite aux affaires qui ont fait scandale il y a quelques années, il y a eu une modification dans les critères, et notamment les seuils de ce qu'on appelle le fardeau excessif. Oui. Donc, un terme horrible quand on découvre le terme la première fois, mais bon. Terrible, et bon, je l'ai combattu, mais il est encore là. Mais du coup, ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles on doit se pencher avant d'engager des frais pour immigrer, quoi, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas immigrer à l'heure actuelle, mais il faut vraiment regarder ça de manière précise avant même de commencer la procédure. Oui. Prochaine question, Elsa. Mon permis de travail a expiré en janvier 2021. Je suis en statut implicite depuis. Je cherche du travail car mon ancien employeur m'a mis à pied. C'est ça, l'année dernière. Puis-je autoriser ça? Tant qu'elle n'a pas de réponse, attention, il faut qu'elle ait une réponse à ça. Tant qu'elle n'a pas de réponse à une demande là, elle n'est pas en statut implicite. Là, elle est hors statut. Si elle n'a pas fait de demande, elle est hors statut. D'accord. Voilà, encore une fois, je n'ai pas assez d'éléments là. D'accord. Et bon, on va y aller avec Harry qui pose la question suivante. Est-ce que ma femme aura besoin d'un permis de travail pour venir au Canada si j'obtiendrai donc la RP? En ce moment, j'ai un permis de travail fermé pour 2 ans. Non, sa femme, si elle est dans sa demande de RP, elle n'en aura pas besoin. Donc, il fallait la mettre dans la demande de RP. Là, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Et elle aurait pu venir avec son permis de travail fermé, avoir un travail ouvert, donc rejoindre son conjoint. Oui. Et Rachid qui demande, compte tenu de la situation actuelle, encouragez-vous les personnes intéressées à immigrer au Canada à partir des programmes de mobilité francophone ou l'entrée express? On ne devait pas en parler, mais bon, la question est là. Elle est là et je vous dirais, c'est un problème majeur en ce moment. Ouais. Vu les délais, vu la guerre entre le fédéral et le provincial québécois,
Beaucoup de personnes, dont moi, commençons à dire regardez l'entrée express si ça ne vous gêne pas d'aller en Ontario, hein, qui est une province quand même différente. Et c'est vrai qu'ils sont très agressifs dans le recrutement de francophones aussi. Donc pourquoi pas. Après, c'est un pays libre, le Canada, donc vous pouvez revenir au Québec plus tard. Alors, une question précise pour vous, Stéphane. Dans quel type de société travaillez-vous? Faites-vous également du placement de travailleurs auprès d'eux? Non, 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 non. Non, non, parce qu'en fait, ça, il y en a beaucoup qui se mettent à faire ça. C'est un autre métier qui est donc les ressources humaines. Là, et donc Ouais. moi, je n'interviens pas. Alors, il faut se méfier de cette multitude qui est en train de se créer. Encore une fois, il y a des avocats sérieux qui font affaire avec des entités différentes et qui peuvent être partenaires. Donc ça, c'est sérieux. Mais c'est un autre métier. Donc c'est du recrutement là. Et les personnes qui vous disent ça, faites très attention à ça. Parce que on va vous demander de l'argent au départ et normalement, vous n'avez pas à payer pour trouver un travail. Jean-Pierre qui demande l'entrée express est-elle possible pour l'Alberta? C'est un programme canadien. Oui. Donc, Ouais, voilà, pour toutes les provinces à l'extérieur du Québec. Et une autre question, je suis enseignant francophone, agréé à l'Ordre des enseignants de l'Ontario avec un visa visiteur valide. Ma demande de permis de travail rejetée par défaut de dispense de l'EIMT. Est-ce normal? Je comprends qu'elle devait peut-être avoir une EMT, elle devait demander une EMT, et qu'elle l'a pas fait. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. C'est ce que je comprends. Donc il faut une EMT, c'est de ce que je comprends. C'est ça. Et on va y aller pour une dernière question. Il peut y avoir des programmes spécifiques, mais pour les personnes qui ont des licences, mais là je peux pas rentrer trop dans le détail. Une petite dernière, hein, avec Lina. Peut-on faire une demande d'entrée express et une demande de permis de travail parallèlement? Alors là, ça me permet de parler de ce qu'on appelle la double intention. Au sens de la législation canadienne, on a le droit d'avoir une double intention, c'est-à-dire de travailler de manière permanente, de travailler de manière temporaire, à condition de faire les démarches qui sont demandées au moment opportun. Donc, il n'y a pas d'exclusion à le faire. En théorie et même en pratique, ça se fait très bien. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Stéphane. Alors, je le répète, c'est donc le webinaire sur le permis de travail au Canada avec Maître Stéphane Masson que vous voyez sous son adresse sous votreavocatvirtuel.com. Également, vous êtes invité à venir sur le forum de discussion, continuer la discussion sur le webinaire. Pour les habitudes du forum, c'est s'est mis en évidence. Autrement, vous allez tout simplement avec l'adresse immigré.com/webinaire. Et puis, vous pourrez réécouter ce webinaire pour avoir plus d'informations sur les différents programmes, les différents permis. C'est assez complexe, évidemment. Nous n'avons pas parlé vraiment beaucoup d'immigration, ça sera certainement dans un autre webinaire. Mais merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui de peu partout dans le monde. Et puis, ce sera pour une prochaine. Et merci beaucoup encore, Maître Masson, de votre participation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et effectivement, je serai disponible là par le biais de mon site ou dans le webinaire, dans la page spéciale. J'ai accordé des tarifs spéciaux là pour les consultations qui se font complètement en ligne. Voilà, donc vous verrez, toutes les indications sont mises. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.